Alors, bienvenue à tous. Bonjour. Émilie Imbert, votre habituelle animatrice, introductrice de nos conférences déjeuner. Donc, visioconférence pour cette fois-ci. Euh, Visioconférence pour cette fois-ci encore. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver sur site, je l'espère, avec des conditions sanitaires qui seront à la rentrée en septembre, puisqu'on va limiter les interventions durant une phase de travaux d'aménagement de la ruche l'été. Donc, on vous retrouvera avec plaisir à l'occasion. Voilà, les invités arrivent au fur et à mesure avec cette plateforme WebEx qu'on teste cette fois-ci. On a conscience que Zoom était une plateforme qui posait un peu problème pour certains d'entre vous pour des questions de sécurité. Donc aujourd'hui, on prend le pari de tester WebEx, qui est un outil qu'utilise PTC régulièrement. Et comme ce sont nos intervenants aujourd'hui, on fait la tentative. Donc désolé si ça, effectivement, ça implique un temps de connexion qui est un petit peu plus compliqué que d'habitude avec une réinscription qui était absolument pas souhaitée dans la démarche. Merci de votre compréhension. Sachez que cette conférence est enregistrée, capturée et mise en ligne sur la chaîne YouTube de la Ruche Industrielle. Par défaut, on coupe vos vidéos, on coupe vos sons pour vos micros pour éviter les perturbations sonores. Ce qui ne vous empêche pas d'interagir comme sur nos outils habituels par le chat notamment. Euh, et Rachid, Pascal et moi-même réagirons, soit à l'écrit au cours de la conférence, soit en fin de conférence, puisque comme d'habitude, on se garde 45 minutes de présentation et puis une quinzaine de minutes pour les questions-réponses avec les intervenants. Voilà. Donc, pour la prise en main de l'outil, vous avez différentes façons d'orienter, enfin de mettre en page la caméra pour avoir les slides un peu plus gros ou le visage des présentateurs en haut à droite. Sur le petit bouton en haut à droite où vous avez trois possibilités de mise à disposition disposition de vos écrans. Le chat qui est la petite bulle sur la partie centrale en bas, et puis réactiver le micro et la caméra quand on vous en donnera la possibilité au moment des questions-réponses. Voilà, donc bienvenue. Aujourd'hui, on traite un sujet on s'ouvre l'esprit sur un sujet qui est un peu technique, où on aborde une nouvelle technologie, en tout cas les technologies digitales, pour intervenir à distance. Donc, différents types de situations, maintenance, diagnostic, etc., que Pascal Taillant et Rachid El Khomri, qui sont aujourd'hui nos intervenants, vont nous partager en détail. Pascal et Rachid viennent de PTC, sont issus d'un de nos membres adhérents à la ruche industrielle. Et ils accompagnent du coup des entreprises de tout secteur d'activité sur leur transformation numérique. Donc, présentation d'un outil à travers ce qui est proposé, évidemment par PTC, mais sous d'autres formats aussi. Donc, on vous présente tout ça avec plaisir. Allez, c'est parti, je laisse la main. Merci Noémie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Pascal Taillant de PTC. On va pouvoir mettre le menu du jour, Rachid, à l'écran. On a essayé de rassembler des éléments pour témoigner finalement d'une situation que l'on vit au même rythme que les industriels et que vous-même. Tu peux passer la diapo. Je ne la vois pas encore. Voilà, très bien, merci. Présenter finalement notre témoignage sur une situation que l'on vit, qui nous a amené à proposer le titre de la conférence, hein, la réalité augmentée au service de l'intervention à distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a senti que c'était une nouvelle façon émergente de communiquer, qui, bien sûr, peut servir à la fois aux industriels, mais on le verra aussi, ça peut servir à tout un chacun dans la vie quotidienne. Et on fera un petit parallèle avec ce que l'on a pu connaître comme période juste avant, là où qui se termine, on l'espère, la période Covid-19. Puis on a donc bien prévu l'échange de participants ensemble. Alors je vais, dans la première diapositive, finalement, refaire
un tableau que connaissent mieux les participants industriels que moi, souvent, parce que ce n'est que le résultat de mes échanges avec eux. C'est finalement qu'ils ont tous les jours des défis de différentes natures, selon les industries, hein, selon les tailles d'entreprise également, qui les exposent à différents challenges. Hein, donc la satisfaction des clients, le respect des contrats, la gestion et la prévention des risques industriels au départ, mais on a aussi découvert beaucoup d'autres choses depuis quelques temps. Et puis bien sûr, ce contrôle de processus, cette maîtrise des coûts, la nécessité d'avoir des bons résultats financiers, l'innovation, etc. Ça, ce sont les défis finalement assez classiques que l'on pourrait utiliser pour commencer beaucoup de réunions en essayant de parler à la fois des personnes de l'industrie et puis des personnes qui gravitent autour. Depuis l'événement Covid-19, on a une réelle transformation, si on passe sur la page suivante, de ces défis, puisqu'on voit apparaître finalement de nouveaux enjeux, de nouveaux challenges, et non les moindres, parce que bah, tout simplement, on se rend compte que finalement, là où on pouvait raisonner très largement, voire de façon mondiale, on se retrouve à raisonner de façon régionale, voire locale, avec beaucoup d'interdictions, hein, beaucoup de limitations, l'interdiction de déplacement, des limitations d'échange, une vie complètement différente qui n'était pas forcément d'ailleurs listée dans les différents paragraphes que j'avais juste commentés juste avant. Et puis avec des nouvelles mesures, avec des nouvelles dénominations, la distanciation sociale, les mesures barrières, et puis ben, tout est autour de la santé de l'humain, ce qui est finalement pas plus mal quelque part, mais ce sont des événements de cette nature-là qui nous le révèlent. Et du coup, finalement, ben, on se rend compte que, outre les défis sur lesquels on aurait pu tous s'aligner en termes d'expérience dans le passé, on se retrouve avec quand même une quantité de défis nouveaux qui sont difficiles à organiser parce qu'elles ont toutes un point commun, c'est la distance. Finalement, la distance qu'il faut avoir, soit à des proches, soit je dirais, dans le milieu professionnel ou dans la vie sociale d'une manière générale. Donc, si on part sur la prochaine diapositive, on peut finalement essayer de regrouper ces différents défis finalement en trois grandes familles. On a toujours donc principalement cette notion d'assurer finalement l'échange entre des personnes. D'échange entre des personnes. Pourquoi faire? Pour optimiser du savoir-faire, pour faire face à des enjeux de production, hein, de productivité, de production. Et puis finalement, cette connexion, elle doit être sécure, elle doit être assurée par, je dirais, un certain nombre de moyens, de dispositifs qui garantissent que finalement, cette connexion, elle n'engendre pas de dysfonctionnement au niveau de la santé, et puis qu'elle n'est pas en écart par rapport à des règles comme par exemple la distanciation sociale. Donc le deuxième pavé, c'est finalement, c'est la résultante du premier, cette connexion, elle ne peut dans beaucoup de cas, pardon, elle peut se faire que à distance. Donc la collaboration, elle prend une autre tournure, même si dans la vie quotidienne, on a déjà un certain nombre d'outils qui nous permettent d'appeler un proche qui est à distance avec, je dirais, plus ou moins de modernisme, hein, soit à travers l'usage du son, mais aussi de l'image. Et bien là, on le transfère au niveau de l'entreprise pour essayer d'avoir cette continuité opérationnelle, hein, à distance, donc permettre à un employé sur site ou hors site, d'avoir un contact avec un expert et puis de pouvoir échanger de l'information utile à une mission. Hein. Donc, dans notre cas, on prendra souvent l'expérience de maintenir quelque chose, maintenir ou réparer quelque chose, un produit, un système, ce qui va nous faciliter, je dirais, l'échange et la compréhension. Maintenant, vous pourrez assez facilement le transposer à tout événement que vous pouvez connaître, soit dans votre vie d'industriel, soit dans votre vie privée ou éventuellement même de recherche d'emploi, puisque je dirais l'échange peut se pratiquer dans beaucoup de situations. Ensuite, finalement, en termes de défis, finalement, garantir une continuité opérationnelle, c'est aussi établir une relation entre finalement un milieu industriel qui peut produire des éléments et des clients qui sont utilisateurs potentiellement à distance et ces clients n'ayant rien à voir avec l'industrie. Ça veut dire que finalement, on doit garantir dans cette continuité la possibilité de créer des échanges entre des gens qui ne parlent habituellement
pas souvent, ou en tout cas qu'à travers des dispositifs, je dirais, de type support, donc ticket d'échange entre un client qui pose une question à un site web, à travers un site web, à à un industriel, ou un industriel qui passe par une plateforme de téléservices qui, finalement, à travers des opérateurs, transcrit finalement ce que l'industriel peut répondre à un client ou que le client peut demander à l'industriel. Tout ça, ce sont vraiment de nouveaux défis. Enfin, en tout cas, ils prennent une autre dimension depuis qu'on est, je dirais, à l'ère de ce qu'on a connu dans les dernières semaines et les derniers mois, la pandémie et le Covid-19. Du coup, ça emmène je dirais, en synthèse, sur la diapositive suivante, Rachid, merci, de pouvoir distinguer finalement quels sont, je dirais, les gains qui sont espérés par cette assistance et cette collaboration à distance, qui sont un petit peu influencés par cette période. Hein, et puis finalement, ça commence à tracer un petit peu les grandes lignes de types de solutions que l'on pourrait attendre en cette période pour collaborer efficacement, un petit peu comme je viens de le présenter avant, hein, pour accélérer, je dirais, la création de valeur autour de cette communication. Donc finalement, on en revient à une solution qui, si on avait un cahier des charges à définir, et nous, en tant qu'éditeur de logiciels chez PTC, quand on est attentif au marché, on aime bien avoir une connaissance de ses besoins et de pouvoir les restituer comme on le fait là sur la diapositive à droite. Eh bien, on a essayé de tabler sur à la fois une collaboration personnalisée, d'appareil mobile à appareil mobile, hein, donc des téléphones, des tablettes, des ordinateurs de bureau portables ou non, euh, et puis ensuite d'utiliser d'autres médias que nous n'utilisions pas toujours dans le milieu industriel, la vidéo mais en direct, pas une vidéo de formation ou d'instruction comme sur un site, mais une vidéo directe. Et puis bien sûr l'audio, qui était habituellement utilisé pour communiquer entre deux personnes. Mais on a aussi ajouté là-dessus une couche qui est la notation. La notation parce qu'il nous a semblé que, et c'est là qu'on rejoint le thème de la conférence, la notation, ça peut être quelque chose qui se rajoute à ce que l'on voit et qui vient du monde numérique, donc une annotation de type réalité augmentée. Et on a pensé chez PTC que c'était une excellente manière de combiner les trois aspects, hein, ce que l'on voit qui est devant nous à travers la vidéo, ce que l'on entend avec le son, mais aussi ce que l'on peut écrire par-dessus pour justement améliorer la qualité de l'échange. On va voir qu'avec l'exemple, avec Rachid, que ça peut se passer vraiment très bien en termes de solutions. Évidemment, l'intérêt aussi, c'est que lors d'une conversation, comme on a là, vous aurez alors vous l'enregistrement de la conférence, eh bien, dans la communication qui peut être établie dans une collaboration à distance, ce qui serait intéressant, c'est de garder ou de documenter à la fin tout ce qu'on a pu échanger. Eh bien, on verra que c'est également possible à travers ce type de solution. Et finalement, c'est d'après le temps qu'on a passé sur le terrain à écouter les industriels qui sont nos clients et puis ceux qui sont actuellement nos prospects, qui sont venus nous voir dans cette période Covid, on s'est rendu compte que c'était extrêmement important d'avoir cette restitution numérique d'informations, de cet échange et de cette traçabilité. Donc tout ça pour essayer de collaborer efficacement et d'avoir une communication efficace. Ce que je vous propose, c'est du coup de pouvoir découvrir quel type de solution peut résoudre ces défis, à la fois par une petite brève description que va vous faire Rachid tout de suite, mais également par une démonstration qui va vous mettre en cas, je dirais, en situation, et puis qui va vous permettre d'apprécier un certain nombre de fonctions nouvelles qui sont offertes par ce type de solution. Merci Rachid, à toi. Oui, merci Pascal et bienvenue à tout le monde. Je vais essayer d'introduire l'idée de l'assistance à distance en réalité augmentée et aussi je vais essayer de l'introduire du côté fonctionnel et aussi technique. Alors je vais commencer par, premièrement, l'idée de l'assistance à distance en réalité augmentée en temps réel est vraiment simple. C'est vraiment permettre à l'expert d'interagir avec la personne sur site, que ce soit, comme ce qu'il vient de dire Pascal, un technicien de terrain ou un opérateur dans une usine, de la même façon que s'il était dans la même pièce à côté de lui et qu'il pouvait visualiser ce qui se passe. C'est comme si je suis derrière ce technicien-là, je vois ce qu'il voit et je peux entendre et je peux discuter avec lui. Alors, en plus de cette présence par la vidéo et la voix, on va venir ajouter des annotations hyper détaillées, précises, des opérations à réaliser grâce à la technologie qu'on va appeler la réalité augmentée, chose que d'autres systèmes
vidéo que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le marché ne peut pas apporter. Alors, entre parenthèses, je pense qu'on a tous déjà vécu cette situation où nous devons aider quelqu'un à distance, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. L'exemple type qui me revient actuellement, c'est quand on n'a plus Internet et qu'on appelle notre fournisseur télécom pour résoudre le problème. Avec un peu de chance, on peut résoudre le problème après 30 minutes d'échange téléphonique très complexe. On doit vérifier les câbles, vérifier les couleurs de LED. Tout ça, ça prend du temps et je dirais que c'est pas facile. Ou sinon, le technicien, il se déplace le lendemain. Souvent, c'est entre 8h30 et midi. Du coup, on est obligé de bloquer notre agenda. On peut pas sortir de la maison et ça va pénaliser en fait que ce soit le client ou l'expert. Et ça peut même toucher l'expérience client. Alors, ce qui nous amène à la conclusion que l'outil doit être premièrement simple, car il doit être utilisé par n'importe qui. Les techniciens, ils n'ont pas besoin de formation, de configuration pour pouvoir l'utiliser. Il faut que ça soit mobile, parce qu'on a tous un téléphone mobile aujourd'hui avec un caméra. Sinon, si on ne respecte pas ces deux conditions, c'est encore un outil qui est compliqué, qui va venir freiner l'adoption de la transition numérique de votre entreprise. Et c'est vraiment sur ces points que le produit que je vais présenter, qui s'appelle Vuforia Chalk, va se concentrer. Comment permettre une assistance à distance la plus simple possible et la plus efficace. Tout ça comme ce qu'il vient de décrire Pascal, pour éviter des déplacements inutiles, faire gagner du temps à mon client, comme ça aussi l'expert aussi pourra avoir plus de temps pour assister d'autres clients, améliorer la relation client et aussi quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est respecter l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de notre expert qui, malheureusement, quelquefois a besoin de se déplacer une fois par semaine loin de sa famille. Alors, la solution Vuforia Chalk, alors Vuforia, parce qu'on va venir utiliser le moteur de réalité augmentée Vuforia Engine, qui est très très connu dans le milieu de la réalité augmentée. On va le retrouver dans 80% des applications dans l'Apple Store, l'Android Store, des applications que vous connaissez très bien, comme Vivino, comme il y a des applications aussi avec Porsche ou Mercedes, Lego, Ikea, toutes ces solutions que vous retrouvez aujourd'hui, ils se basent sur ce moteur de réalité augmentée qu'on appelle Vuforia et qui fait partie de PTC. Okay, et Chalk en français, c'est pour la créer. Alors, on va simplement offrir à l'expert trois choses. C'est simple, la vidéo, je veux voir le problème, l'audio, je veux pouvoir parler avec mon client ou l'opérateur pour pouvoir l'aider, et en plus de ça, des annotations en réalité augmentée que je peux dessiner facilement avec mon doigt et qui vont venir se superposer sur mon environnement en 3D. De telle façon que même si je pose mon téléphone ou je le mets dans ma poche pour exécuter une tâche, je peux retrouver facilement ce que l'expert a noté. Alors, ça, c'est le fonctionnel. Techniquement, comment ça marche? C'est quelque chose qu'on va voir aussi dans la démonstration. Vuforia Chalk va recréer d'une façon totalement transparente pour nous l'environnement grâce à ce qu'on appelle un nuage de points. On va venir scanner et créer et cartographier l'environnement en fait du client. On va pouvoir transmettre, en plus de la vidéo et l'audio, un nuage de points, ce qui va permettre, quand vous annotez votre écran, de venir positionner ces annotations en 3D sur l'environnement au bon endroit. Et vu que ces annotations elles sont positionnées vraiment par rapport à un objet physique et pas une photo ou un cadre, même si vous déposez votre téléphone, Vuforia Chalk va vous aider à visionner avec des flèches les annotations de l'expert. Et tout ça, on va le voir juste après. Et ça va offrir aux travailleurs distants la liberté de se déplacer alors que les annotations vont rester fixes. De cette façon, on va offrir une capacité hyper intuitive de fournir une aide précise à l'opérateur, limiter les déplacements, ce qui va baisser les coûts et réduire le temps des interventions. Alors, pour la démonstration, on a imaginé un petit scénario qui est assez simple et assez commun. Alors, on imagine un expert à distance, que je vais appeler Pascal, qui est basé à Lyon et qui reçoit une demande d'intervention de Paul, qui est basé à Londres, pour régler un problème sur un boîtier électrique comme celui que vous voyez ici. Okay,
Pour des raisons de sécurité, je veux pas que mon technicien Paul commence vraiment à essayer de résoudre le problème tout seul. Pour sa sécurité, je préfère l'aider. Et autant qu'expert, j'ai deux choix. Alors, soit je me déplace en avion, taxi, hôtel, c'est-à-dire que je passe la nuit loin de ma famille, ce qui va engendrer un temps de voyage. Et aussi, en fait, on n'en parle pas aussi beaucoup, c'est l'impact carbone. Ici, ce que vous voyez comme données, c'est des données que j'ai trouvées sur Internet pour un voyage standard Lyon-Londres, dans un sens, mais dans les deux sens, ça va multiplier en fait l'impact carbone et le temps passé dans les transports. Okay. Ou sinon, on va offrir Viforia Chalk, cette solution pour assister Paul à distance en temps réel dans son bureau sans que l'expert sorte en fait de son bureau. Et c'est ce qu'on va voir dans la démonstration juste après. Alors, notre expert Pascal va pouvoir initier une session d'assistance à distance avec seulement un code, un 9 chiffres. C'est très, très important. Le client n'a pas besoin d'avoir un compte Chalk ou de se loguer. Il peut juste télécharger l'application mobile que vous pouvez retrouver sur le Android Store ou l'Apple Store. Et dans notre cas, il y a deux cas. Il y a soit l'expert Pascal, il peut créer de son bureau avec une application web sans téléchargement, sans plugin, il va créer ce code et il l'envoie. Ou sinon, c'est le client qui a l'application Chalk qui va créer ce code et il va envoyer un lien à l'expert pour que l'expert puisse l'aider. Okay. Alors, on va commencer. Je vais venir scanner je vais venir commencer ma session. Ça va me générer un code à 9 chiffres. Ce code à 9 chiffres, soit je suis au téléphone déjà avec le client, je peux lui passer ce code-là par la voix, ou sinon je peux envoyer un mail ou juste copier en fait ce lien-là que j'envoie à mon client. Alors, une fois que le client a rentré ce code, on va pouvoir commencer à partager la vidéo. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ce que vous voyez, c'est que je vais venir scanner l'environnement. Alors ici, quand je scanne l'environnement, c'est ici qu'on va venir créer ce nuage de points et cartographier notre environnement. C'est très simple, c'est très important de respecter quelques des best practices où le téléphone doit être parallèle à mon panneau électrique ou à l'objet où je dois assister, garder un mouvement fluide et lent vers l'avant et vers l'arrière pour permettre au mobile de créer la meilleure cartographie. Quelque chose encore aussi, l'environnement, il faut que l'environnement ne soit pas sombre, qu'il ne soit pas réfléchissant pour la réalité augmentée. C'est mieux quand il y a des reliefs ou des textures comme des autocollants, des boutons, des câbles, des images ou un clavier. Et c'est ce que je vais faire. Alors, je vais continuer de scanner mon environnement. Et avant l'intervention, pour la sécurité de client, je lui ai dit d'appuyer sur ce bouton jaune que vous voyez pour tester que mon interrupteur différentiel fonctionne. Du coup, je vais venir faire mes annotations, très simple, un carré avec une flèche. Voilà. Alors, en même temps, Paul va pouvoir, il va voir en fait mes annotations. Okay. Je vois que ça fonctionne pas. Du coup, je vais lui demander de relever ce disjoncteur. Alors là, les annotations, on va vraiment venir les utiliser. On va vraiment parler en fait avec la voix, mais quand on a besoin vraiment de préciser, c'est là où on va utiliser les annotations. Alors Paul ou le client, il me demande est-ce que je ne dois pas aussi relever ce disjoncteur? Et c'est là où on peut voir en fait que c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que Paul peut utiliser une autre couleur pour pouvoir communiquer aussi avec des annotations. Ça va dans les deux sens. Et c'est ce qui se passe. Je lui dis non, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment respecter en fait ce que j'ai marqué. Et c'est ce qu'on va faire. Il va relever en fait ce disjoncteur. Il va faire un test. Est-ce que le courant est revenu? Est-ce que ma machine refonctionne? Alors, dans notre cas, malheureusement, ça ne fonctionne pas encore. Et ce que je vais faire, et c'est ce que je vais introduire comme capacité ici, si vous avez remarqué, je viens de poser l'image de l'intervention. Comme ça, je serai plus confortable pour faire des annotations. Si vous avez un technicien qui bouge beaucoup, c'est très difficile de mettre des annotations. On a cette fonctionnalité qui pourra vraiment poser l'image,
faire les annotations tranquillement et après envoyer en fait ces annotations au client. Comme vous pouvez le voir aussi, quand le champ visuel change, on a aussi des flèches qu'on vient de voir en fait en jaune qui vont dire au client attention, il y a des annotations que l'expert vient de dessiner et qu'il faut suivre. Okay. Alors là, on se rend compte quand même que c'est pas un problème avec le joncteur, on a vraiment un problème de faux contact. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire un test de continuité. On va utiliser pour ça un multimètre. Je vais demander en fait à mon collègue d'aller chercher un multimètre. Je peux aussi, comme vous pouvez le voir, allumer le flash. Alors dans mon cas, j'ai assez de lumière, mais imaginez si le client il est en train de faire l'intervention le soir. On peut aussi, l'expert peut activer le flash à distance pour donner une meilleure visibilité. Okay, là, je lui montrais en fait où il doit positionner le multimètre. Et si mon client n'a jamais utilisé le multimètre, il ne sait pas comment il doit poser le multimètre, je vais faire aussi des annotations pour lui dire il faudra positionner le curseur du multimètre sur l'icône qui ressemble à une onde sonore. Okay. Tout ça avec soit la souris, soit le client avec son doigt et avec le téléphone, il peut faire des annotations sur son écran. C'est tout simple. Je vais reprendre le multimètre de nouveau, je le repositionne, je fais le test. S'il y a un bip, ça veut dire qu'il y a une continuité. S'il n'y a pas de bip, c'est que j'ai vraiment un faux contact. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser par exemple une tournevis pour venir bien serrer en fait les vis et réparer en fait ce tableau électrique. Alors, quelque chose aussi qui est important à signaler, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous ont fait ce retour, c'est qu'on n'a pas toujours la meilleure bande passante. Et dans ce cas-là, avec Vuforia Chalk, on va offrir un mode qu'on appelle mauvaise couverture réseau. Ce mode à faible bande passante permet de diffuser les vidéos à haute résolution, mais à faible fréquence d'image, de sorte que les appels peuvent encore être efficaces dans les zones avec mauvaise couverture. Vous avez aussi cette possibilité. Okay. Je continue la procédure. Je continue à faire mes annotations sur mon écran. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est la vue à gauche de l'expert. On a juste besoin d'un navigateur pour y accéder. Et à gauche, le client, il est en train d'utiliser sa tablette et il peut faire en rouge des annotations. Alors, une fois qu'on a fini notre intervention, le système Vuforia Chalk va créer pour moi un résumé de session à la fin de l'intervention. Chalk va sauvegarder automatiquement ce qu'on va appeler des points d'intérêt. Ce sont juste des images avec les annotations. Et ces images vont rester sur l'iPad ou sur le mobile ou sur le device que j'ai utilisé, ou sur l'appareil que j'ai utilisé. Et je peux l'utiliser, par exemple, comme preuve de travail, comme quoi j'ai bien fait mon travail, qu'il y a bien eu une intervention. Je peux l'utiliser pour la formation ou je peux même l'utiliser pour améliorer le support parce que ces images-là, je peux tout simplement les réutiliser pour créer de la documentation technique. Okay. Pascal, est-ce que ça répond à ce qu'on s'est dit par rapport à un outil d'intervention à distance? Ben, écoute, Rachid, oui, j'ai vu des fonctions qui me plaisent effectivement, puisque quelque part, quelque part, elles ont aidé à de quoi avancer dans la résolution de ce problème-là de tableau électrique, et puis elles m'ont surtout évité de me transférer physiquement, alors que de toute façon c'était impossible, de Lyon à Londres. Et puis bon, en même temps, je suis tranquille du point de vue mesures de précaution par rapport au Covid. Puis là, en plus, j'ai un peu appris quelque chose parce que je ne savais pas effectivement comment utiliser ton appareil pour tester la continuité. Là, j'avais bien l'appareil, mais je ne savais pas trop sur quel mode il fallait le faire. Donc, c'est bien d'avoir pu le faire. Donc, oui, tu peux appuyer sur les animations de la slide. Je crois qu'on voit bien que dans l'amélioration de l'efficacité, dans la prise en compte des mesures barrières, etc., dans ce type d'approche,
Bien sûr, là, on est sur un cas extrêmement simple, mais on peut le transférer sur d'autres cas un petit peu plus compliqués. Même si Paul n'est pas forcément le technicien habituel, dans certains cas, il pourrait très bien faire la manip, ce qui quand même peut nous empêcher, par exemple, de coincer une unité de production ou de stopper une unité parce qu'il y a simplement un fil à rebrancher ou un produit à ajouter ou je ne sais quelle situation qui pourrait être facilement résorbée. J'aime bien aussi l'idée de la réduction de l'empreinte carbone parce que c'est effectivement un enjeu aujourd'hui de pouvoir concourir à protéger notre environnement d'une manière générale. Et puis j'aime bien aussi cette histoire de respecter un peu le temps de la vie privée et de la vie, et de la vie professionnelle, en sachant que finalement, effectivement, c'est bien ma fonction d'aider quelqu'un à distance. La manière de le faire me permet d'en aider un peu plus dans une journée parce que je perds moins de temps au transport. C'est quand même un peu moins coûteux pour l'entreprise d'une manière générale. Donc oui, ça me satisfait pas mal au niveau de la réponse. Bon, j'espère que les quelques éléments qu'on a pu vous partager vont vous inciter à essayer d'aller voir un petit peu plus ce que ce type de solution peut proposer. Et là encore, on n'a fait qu'un témoignage par rapport aux solutions que nous avons, nous. Il en existe sûrement d'autres et effectivement sur lesquelles on peut confronter les caractéristiques. En tout cas, ce que je voudrais aussi que tu me dises, Rachid, c'est au-delà de cet exemple très simple, bien sûr, nous avons des clients industriels qui utilisent ce type de dispositif. Il y en a beaucoup à travers le monde. Il y en a qui sont un petit peu plus proches de nous aussi sur le territoire. J'ai entendu parler d'un constructeur automobile. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, Pascal. Alors, je pense qu'on connaît tous Toyota. Toyota utilise depuis un… Ah, il y a un petit Rachid, on a un écho. écho. Ouais. Rachid, on a un écho. Pascal, j'en profite pour poser la question de Jean-Baptiste à propos de l'utilisation de ces outils d'intervention à distance sur autre chose, un autre support qu'une tablette. Est-ce que ça fonctionne aussi sur un smartphone ou autre qui permettent le kit main libre? Oui, oui, oui. Alors effectivement, c'est une bonne précision. Alors, on va pouvoir répondre à la question du kit main libre dans un instant. Donc, la réponse est toute faite. Mais sur la partie smartphone, aucun problème effectivement. On supporte aujourd'hui toutes les marques de smartphones, puisque on ne dépend simplement que de l'installation de l'application sur le smartphone ou l'utilisation d'un navigateur et puis finalement d'un code qui est transmis à distance par SMS, enfin, vocalement ou autre. Par email. Donc, on peut utiliser effectivement plusieurs formats d'écran. Tablette, petite tablette, grande tablette, petit téléphone, grand téléphone. On peut également, on l'a vu côté central, côté expert, on peut utiliser également un simple navigateur pour se connecter d'un côté ou de l'autre. Donc on a effectivement un large panel de possibilités d'utilisation d'écran et de moyens mobiles à notre disposition. Et je laisserai d'ailleurs tout à l'heure Rachid vous parler du mode main libre, puisque effectivement c'est une des caractéristiques de cette solution en particulier. Tout à fait. J'ai toujours l'écho. Pascal, est-ce que tu peux te mettre sur mute, juste pour voir si ça vient de toi? Est-ce que c'est mieux maintenant? Excellent. Merci. Alors, je vais répondre à la question sur l'utilisation main libre côté client. C'est quelque chose, en fait, on a un slide exprès pour parler en fait de ce type d'appareil. Mais premièrement, en fait, je voulais vous parler de Toyota. Je pense que Toyota, on connaît tous cette marque-là. Toyota utilise depuis un certain temps la réalité augmentée et notamment la solution d'assistance à distance Chalk dans un cas d'usage qui est très commun aux fabricants automobiles et assez simple. Alors, l'histoire de Toyota est simple. Les usines doivent fonctionner 24 heures sur 24, partout dans le monde, week-end et jours fériés. Et s'il y a un problème que les techniciens de maintenance locaux ne peuvent pas résoudre, parce qu'ils soit ils n'ont pas l'expertise, soit ils ne sont pas formés à dépanner des problèmes inconnus, l'expert doit aller sur place. Quand je dis sur place, c'est-à-dire c'est du siège social qui est au Japon et ça peut être partout dans le monde. Ils ont à peu près plus que 16 usines partout dans le monde, que ce soit au Brésil, ou en Amérique latine ou, ou en Europe.
ils doivent envoyer quelqu'un sur place pour intervenir. Alors, pour comprendre d'où vient le problème et pour qu'ils puissent en fait vraiment comprendre le problème et prendre la décision. Okay. Alors, encore une fois, on est dans un mode vacances 4, week-end et jours fériés. En plus, pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser des photos ou la vidéo pour résoudre le problème. On ne peut pas envoyer une photo à l'expert de la machine et attendre en fait son aide. Donc, il était vraiment urgent pour Toyota de trouver une solution d'assistance à distance. Et alors, quand l'expert a commencé à chercher une solution, il a entendu parler de Before-Shulk. Il a très vite fait un test avec ses équipes parce que c'est juste une application mobile que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store ou l'Android Store. Et vous n'avez pas besoin de formation et c'est vraiment très, très intuitif. Okay, et c'est grâce à cette facilité et simplicité que Toyota a pu continuer à supporter ses usines à distance et à respecter les exigences de sécurité en place. Et c'est je veux dire heureusement pour Toyota parce que cette entreprise était déjà préparée pour la situation qu'on vient de vivre, de la crise sanitaire. Ils avaient déjà en place un plan d'intervention à distance avec Before-Shulk. Alors, juste pour donner un ordre d'idée, dans le passé, chaque chef de section se déplaçait à peu près 4 fois par mois et en moyenne, c'est minimum 4 heures pour chaque voyage. Ça veut dire que c'est pendant 4 heures, les techniciens, ils étaient obligés d'arrêter une ligne de production, que ce soit pour la maintenance ou parce qu'ils sont en train de fabriquer ou de monter les de production, pour qu'un technicien puisse se déplacer pour résoudre le problème. Quand on sait combien ça coûte une heure d'arrêt d'une machine dans le milieu automobile, ça peut aller chiffrer très très vite, ça peut coûter vraiment très très cher. Okay. Alors, pour répondre à la question sur les dispositifs main libre, alors on l'appelle Shulk for Hands-Free Devices. Ça va permettre d'accéder à une expertise à distance en utilisant un casque, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, RealWear HMT1, tout en gardant les mains libres pour effectuer des tâches de manière sûre et efficace. Pourquoi on a choisi en fait ce dispositif? Encore une fois, comme ce qu'il a dit Pascal, c'est le retour client. Nos clients utilisent déjà ce casque. On est juste venu créer en fait une version de Shulk pour offrir l'assistance à distance. Alors actuellement, c'est pas tout à fait disponible, mais si vous l'avez déjà, on a déjà une version qui est sortie depuis le 10 juin qu'on appelle Early Access, que vous pouvez en fait rentrer en contact avec nous et on pourra vous fournir en fait la solution de Shulk pour ce type de device, d'appareil, pardon. Je vais peut-être apporter une petite précision, Rachid, sur cela. Simplement, il peut y avoir beaucoup de questions hein, sur les moyens de lire justement de la réalité augmentée dans une lunette et de laisser le mode main libre. Donc, il y a beaucoup de produits hein, qui existent dans le marché. Nos services, en fait, en tant qu'éditeur de logiciels, sont en train de valider plusieurs autres modèles. Évidemment, je veux dire, on annonce au fur et à mesure que ceux qui sont validés, parce que la validation d'un nouveau moyen de main libre, c'est jamais une affaire très simple. On vous le voyez dans la vie quotidienne avec simplement l'évolution de vos smartphones ou de vos tablettes. Donc, on est confronté à la même réalité que vous. Et effectivement, on est très content de pouvoir annoncer cette première version pour le RealWear HMT. On peut imaginer encore beaucoup d'autres devices. Hein. Vous avez pu voir dans le passé, peut-être, si vous connaissez déjà l'entreprise PTC, qu'on travaille beaucoup avec Microsoft et HoloLens, donc, et puis d'autres acteurs également, hein, comme les Google Glass. Donc, je pense que, en tout cas, je vous invite, si vous avez une question sur un matériel bien précis, à revenir vers nous si vous en avez besoin. Et on saura sûrement vous répondre assez rapidement sur cette question précise de matériel. Je te laisse proposer encore ce que l'on peut proposer à nos participants. C'est ce que je voulais partager aussi. En fait, la bonne nouvelle aussi, c'est que la solution que vous venez de voir, on l'offre jusqu'au 31 août. Il reste encore à peu près 2 mois gratuitement avec toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir, avec des sièges illimités, avec privilège d'hôte,
des fonctionnalités Vuforia Chalk pour bureau, si vous êtes un expert et vous voulez l'utiliser en fait de votre bureau, des capacités de gestion d'entreprise, c'est quelque chose qu'on n'a pas montré, mais vous avez aussi, quand vous êtes administrateur, un back-end qui va vous permettre d'administrer les utilisateurs. Ça veut dire ajouter un utilisateur, supprimer un utilisateur qui a quitté l'entreprise et voir aussi l'historique de toutes les interventions. Comme ça, on peut voir combien ça dure les interventions, quel technicien utilise ou quelle branche utilise le plus en fait Vuforia Chalk, ainsi de suite. Et enfin, les résumés des sessions, qui est très très important pour pouvoir en fait avoir une preuve comme quoi on a bien aidé ce client. Alors, avant de switcher complètement sur la partie questions-réponses, ce que je voudrais rajouter, parce que avec ma casquette Laruche, pas la casquette PTC cette fois-ci, c'est qu'on on a vraiment voulu passer un témoignage d'une situation que l'on vivait en tant qu'éditeur de logiciels, qu'importe que nous soyons PTC ou non. L'avantage, c'est que dans cette situation, ça révèle la nécessité d'outils. Cet outil, bah, vous en avez vu un exemplaire aujourd'hui, et puis vous avez cette proposition qui nous a semblé sympathique, parce que toute proposition gratuite n'est pas bien difficile à refuser ou à accepter. Mais surtout, il faut le voir comme un témoignage qui va nous permettre globalement, industriellement parlant, d'évoluer. C'est-à-dire nous, en tant qu'éditeur de logiciel, de capturer de nouveaux besoins, parce que je suis sûr que à travers vos propres témoignages, vos propres vécus, vous avez sûrement pour nous des expressions de besoins qui sont fort intéressantes pour faire évoluer le produit. De l'autre côté, c'était une petite pierre à l'édifice, comme on le fait beaucoup à la ruche, pour être un petit peu en avance sur le temps, ou au moins calé sur le temps présent, et pouvoir proposer des alternatives à des situations qui sont quand même souvent nouvelles, compliquées, et puis quand on est tout seul devant les situations, on n'a pas toujours les bonnes réponses. Donc voilà, c'était juste pour commenter l'intérêt de la dernière proposition, de pouvoir en plus le tester gratuitement. Noémie, on peut repasser à éventuellement une séance d'échange. Ouais. Merci Pascal. Ben, avec plaisir. Merci, merci messieurs. Je vous invite donc à reprendre le cours des questions-réponses dans le chat. Ou Pascal, en tant qu'animateur, est-ce que vous pouvez réactiver les micros quand les mains se lèvent, puisque vous avez la possibilité de lever la main avec la petite main qui s'affiche à côté de votre nom. En espérant. Normalement, oui. Normalement, on devrait pouvoir. Voilà. Par exemple, on a Frédéric qui demande s'il est possible d'afficher un schéma ou un plan sur impression sur l'image. Alors, je vais laisser Rachid parler de ça parce qu'effectivement, c'est une question Oui. utile. Oui, alors c'est une fonctionnalité en fait qui fait partie de la roadmap de Vuforia Chalk. Cette roadmap est pour 2020, c'est-à-dire que c'est avant décembre en fait, c'est prévu d'avoir en fait cette fonctionnalité. J'espère Comme, que ça répond à votre question. comme tout bon éditeur de logiciels, on a des versions, hein, comme nos amis de Google, d'Apple, etc., de Voilà. Microsoft. Mais oui, il y a un intérêt évident, effectivement, et merci pour la question. Il y a vraiment un intérêt à pouvoir ajouter un contenu numérique je dirais, adapté, parce qu'il faut quand même un certain nombre de critères, qu'ils soient partagés sur l'écran. Voilà. Et il y a plusieurs en fait fonctionnalités que normalement en fait c'est prévu pour avant décembre dans cette fonctionnalité-là et d'autres fonctionnalités comme par exemple envoyer des messages texte ou des annotations déjà préconfigurées. La liste est vraiment assez grande et on crée en fait des versions à peu près, on a en fait une fréquence assez élevée pour pouvoir intégrer toutes ces fonctionnalités avant la fin de l'année. Ok, c'était justement une question. Côté ruche, on s'est beaucoup interrogé sur l'impact de cette période de crise sur le développement de ces outils ou sur le développement de l'appropriation de ces outils sur les sites ou dans les usages quotidiens. Est-ce que pour vous, ça provoque des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux développements? Est-ce que vous avez l'impression que ces interventions à distance, enfin ces outils qui permettent l'intervention à distance, ça se développe? Oui, oui, alors clairement, effectivement,
ça semble émerger complètement en termes de demande, et puis ça semble s'insérer dans l'architecture du système d'information des entreprises comme un moyen en fait de traquer, comme l'a précisé tout à l'heure Rachid pour Toyota, mais pour plein d'autres, de traquer des événements. Alors souvent dans les entreprises, on appelle ça des événements techniques, des faits techniques, qu'importe la dénomination, mais ça enrichit la connaissance du terrain finalement, de ce qui se passe sur le terrain. Parce que souvent, il n'y a rien de plus frustrant pour un industriel de ne pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Et quelquefois, on est obligé de mettre en place des moyens assez lourds pour capturer cette expérience. Là, on voit que c'est extrêmement léger. Que l'on peut récupérer du résultat très rapidement, de façon presque instantanée, qu'on peut même, dans le cas présent, on pourrait très bien imaginer d'avoir deux experts connectés à quelqu'un qui est au bout pour accélérer la résolution de l'analyse de situation, le diagnostic. Et ces éléments numériques, donc de traçabilité dont a parlé Arachid et qui va montrer, peuvent terminer ensuite dans un système d'information adapté, hein, un moyen de suivi de maintenance, un moyen de suivi de production, un système qualité. Et donc, effectivement, on sent émerger à la fois le besoin de la pratique, mais ça, on n'a pas le choix par rapport à la distanciation sociale, par rapport à l'interdiction de bouger, par rapport aux limitations de déplacement entre les pays, par exemple, ou à l'intérieur d'un pays. Mais on voit donc en même temps cet intérêt évident de pouvoir remplir de l'information, collecter et de redonner de l'information de connaissance à des acteurs de l'entreprise qui peuvent en avoir besoin, en tout cas qui vont s'en servir souvent pour l'amélioration de l'ensemble. C'est ce qu'a dit Rachid tout à l'heure, c'est ce que le cas chez Toyota, en faisant des analyses ensuite de ce que l'on a pu vivre à travers cette utilisation. Eh bien, les entreprises s'enrichissent et puis, du coup, peuvent revenir vers leurs clients, vers leurs utilisateurs, vers leurs chaînes de montage, leurs chaînes de réparation pour améliorer les choses, pour proposer de nouvelles manières de faire. Donc ça, c'est vraiment une boucle vertueuse qui est très, très intéressante, puisqu'on cherchait à la faire à travers le digital, hein, entre l'IoT, les moyens connectés, etc. Bon, l'individu là-dedans n'avait que peu de place. Nous, chez PTC, on était convaincus en termes de process et d'individus qu'il fallait absolument les associer avec le reste de cette continuité numérique que cherchent les entreprises. Et bien là, on a une occasion unique pour apporter une pierre supplémentaire à l'édifice. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? On entend quelqu'un? Non, c'est mon écho. Je ne vois pas de main qui se lève, alors je ne sais pas trop si c'est facile à identifier dans le moyen, mais je n'ai pas l'impression. Alors si dans les questions, D'accord, très bien. Dans les questions, donc, alors moi j'en vois pas là, parce que je Ah, sur les deux écrans à la fois. dans les questions, moi, j'ai un oui, écho, je suis désolée. Dans les questions-réponses, tu as par exemple Michael qui s'interroge sur l'existence d'autres solutions similaires sur le marché. Euh, il a en tête, par exemple, LibreStream et TeamViewer. Est-ce qu'il y a un retour, il y a une différenciation sur ce qui est proposé aujourd'hui? Et puis, Bon, aussi les critères de différenciation de ces différentes solutions. alors, enfin, à un autre niveau, moi je ne connais pas ces solutions, donc je pourrais pas, je me garderai bien de les commenter. Si d'autres personnes ont des témoignages là-dessus, ils sont les bienvenus, évidemment, hein, puisque on n'est pas exclusif là en matière de présentation, même si aujourd'hui on a choisi un stream pour présenter ces fonctionnalités. Moi, je suis heureux de savoir qu'il puisse y avoir le doute sur deux autres solutions, puisque ça pourra permettre justement, dans le cadre de la ruche, d'alimenter nos ateliers en termes de réflexion. Mais je n'ai Voilà. pas la réponse de différenciation. Au niveau de notre R&D, je pense qu'il peut y avoir effectivement des informations probablement sur l'existence de solutions qui sont alternatives ou concurrentes. Maintenant, je n'ai pas du tout d'informations sur des caractéristiques qui différencieraient les deux éléments. Peut-être Rachid, toi, tu as peut-être un élément en tête. Tu Al- fais plus euh, de présentation de produits que moi, on va dire. alors Pascal, pareil, en fait, je connais pas tous les concurrences, toute la concurrence, mais je sais que les éléments un peu de différenciation qu'on va avoir, c'est qu'on va vraiment venir. La vidéo, l'audio, c'est quelque chose qui existe depuis des années. C'est vraiment notre différence parce qu'on utilise la technologie V4A en fait, qui est connue depuis plusieurs années en fait dans le marché de la réalité augmentée. Et plus on cherche la précision, plus on va aller plutôt sur des solutions, sur la solution Viforia. Je dirais que c'est vraiment la plus grande différenciation entre nous et les autres entreprises que je connais pas, c'est qu'on se base
sur Viforia. Et c'est la raison pour laquelle aussi d'autres entreprises ont choisi Viforia, comme ce que j'ai cité avant, Lego, Mercedes, Porsche, Vivino. Toutes ces entreprises-là, en fait, ils cherchent la qualité, ils cherchent une très bonne précision et ils ont choisi, en fait, Viforia. Que les autres, que TeamViewer et LibreStream, je ne connais pas, je ne pense pas qu'ils utilisent, en fait, notre technologie Viforia. Ouais. Après, il y a aussi le mode de bande passante. Quand on a une mauvaise bande passante, nous, on a pensé à garder la continuité en fait d'intervention et vous pouvez en fait l'activer. C'est-à-dire que même si j'ai une bande passante qui est inférieure à 0,5 mégabytes, je peux l'activer et continuer à aider en fait mon client. Oui, J'espère que ça ce répond sont, à la ce sont question. des éléments importants. Ouais, tout à fait. Merci. Oui, tu as cité des marques complémentaires à la référence de Toyota, à travers les Porsche, Mercedes et autres, qui en fait touchent le grand public. C'est-à-dire que cette idée de précision, on a peut-être dans certains cas de l'industrie d'autres critères je dirais, donc à résoudre, mais dans le cadre du grand public, c'est vrai que souvent la réception d'une application de cette nature-là ne laisse pas le choix. Hein. Le résultat qu'on doit apporter à quelqu'un qui n'est pas dans le contexte de l'industrie, finalement, il doit être, entre guillemets, parfait, en tout cas ne pas souffrir de manque de précision, d'imperfection ou de latence, comme tu disais, par rapport à la bande passante. Donc, c'est sûrement autant de critères qui feront peut-être des différenciations. Après, moi, je suis vraiment très intéressé de savoir si d'autres ont des expériences. On pourra très bien en discuter dans le cadre de la ruche ou d'autres activités où on nous contacte. Voilà. Et Pascal, si je peux juste rajouter aussi, j'ai oublié en fait l'essentiel, c'est vraiment, et ça, il faut vraiment tester l'outil pour se rendre compte, c'est la simplicité en fait d'utilisation de l'application. On est en train de parler d'une application mobile. Alors, Oui, justement, Rachid, on a une question qui est un peu technique sur quelqu'un qui a tenté l'expérience et qui, a priori, s'y est peut-être mal pris. Est-ce qu'il y a un contact, alors sans rentrer dans le détail sur la prise en main de l'outil, mais est-ce que vous avez un contact technique qui peut vous épauler quelqu'un qui serait en difficulté pour tester l'outil? Bien sûr. oui. Vous pourrez nous partager peut-être un contact qu'on puisse diffuser suite à cette conférence? Moi, enfin, enfin, comme on a un service de support qui peut concerner plusieurs personnes, je Mhm. pense que le mieux, ce sera peut-être de nous écrire à Rachid ou à moi, là, à travers les emails que vous avez à l'écran. Et puis, on se fera plaisir, effectivement, de transférer et de suivre, de coordonner la réponse qu'on peut amener à ce besoin. Il n'y a pas de souci. Ok. Et puis voilà, du coup, bah, c'était Mohamed Amin Méziane qui a une question et qui n'arrive pas à réactiver son micro. Alors, attendez, je viens de voir, effectivement, est-ce que je peux vous donner le son? Est-ce que j'ai le droit? J'en sais rien. Je ne vois pas comment ça marche. Donc, Ouais. Et aussi, je sinon, n'ai pas de... c'est peut-être toi, Rachid, qui peut redonner le vocal à ouais. Aussi, vous pouvez juste lire le message, Naomi, Mohamed si vous Méziane. avez. Et ben, Mohamed, en tout cas, sur la partie, sur sa question, la question qu'il a écrite en version Oui. script et concerne le côté support pour libérer les mains libres, pardon, libérer les mains libres, garder une tablette en termes d'écran de visualisation, mais est-ce que vous avez pensé à des supports pour poser l'écran tout en permettant aux techniciens d'avoir les mains libres? Alors, non, non, effectivement, non, non, c'est une bonne question. Puis c'est souvent l'avantage d'avoir des partenaires. C'est-à-dire que chez PTC, on se concentre sur la partie logicielle et pas sur la partie matérielle du tout, hein, puisqu'on essaie de s'adapter à toutes les marques de matériel et tout ce dont les industriels et puis et les gens qui utilisent le logiciel ont besoin. Mais effectivement, c'est une très très bonne idée et nous avons des partenaires qui, dans ce genre de situation, proposent des accommodations hein, matérielles et d'environnement. En tout cas, c'est une très bonne idée de propositions à ajouter et à soumettre éventuellement même à PTC pour que ça s'inscrive en plus dans des propositions qui apparaissent sur les sites web ou autres. Oui, tout à fait. Oui. Et on peut le faire connaître à notre réseau commercial. Alors moi, j'ai encore une question en attendant que si d'autres veulent intervenir sur le chat. Vous parliez de possibilité de faire intervenir finalement quelqu'un qui ne serait pas spécialisé dans l'intervention sur place, sur site. Ben, on donnait l'exemple du Covid, là, de la crise qui a limité le nombre de personnes sur site.
Est-ce que réellement, n'importe qui, entre guillemets, même un agent de sécurité, pourrait intervenir avec ce système-là? Est-ce qu'il n'y a pas des questions d'habilitation, de responsabilité pour ces interventions? Si, tu as tout à fait raison. Donc, comme l'a précisé tout à l'heure Rachid, on a un mode de gestion. On ne peut pas générer finalement une communication entre un expert et puis un utilisateur de n'importe quelle façon. En tout cas, quand on répond à des règles d'entreprise. Comme ça, comme c'est le cas dans ce que tu présentes. Donc, effectivement, si la personne n'est pas mentionnée dans un référentiel, qui est le référentiel qui autorisera l'expert à envoyer un numéro de session, effectivement, il y a peu de chances que la personne puisse se connecter. Maintenant, dans des situations de ce type-là, on peut imaginer dans les entreprises une caractérisation, une spécification de qui peut intervenir sur quoi. C'est souvent lié à des plans de gestion des risques, de gestion effectivement d'habilitation, aussi de gestion de dangerosité de certaines tâches, de certains environnements, comme on le trouve d'ailleurs dans le domaine de l'énergie, nucléaire, la transformation de matériaux, etc. Donc, on a finalement plusieurs niveaux de réponse. On peut soit effectivement alimenter un processus qui demande à l'instant T à quelqu'un qui a l'autorisation de créer, je dirais, des références d'appel, donc de pouvoir le faire et d'avoir au bout finalement une personne inhabituelle, que j'appellerais inhabituelle, c'est-à-dire effectivement, ça peut être un veilleur de nuit, quelqu'un qui est déjà sur une opération à côté et qui vient aider sur une nouvelle opération, un utilisateur qui était vraiment pas du tout imaginé au départ, mais ça ne peut répondre qu'à des situations exceptionnelles et avec un processus qui est tout à fait adapté et exceptionnel lui-même. Mais effectivement, on garantit à la fois la sécurité des informations et la sécurité des personnes dans ces étapes-là, quelles qu'elles soient, et que ça soit d'ailleurs du Covid ou du non-Covid. Effectivement. Mm. Et notamment le côté enregistrement des photos, des vidéos, enfin tout ce qui est finalement est filmé et pris en considération, ça s'enregistre où? C'est bien reconsultable après coup, c'est bien ça? Oui, alors c'est reconsultable que sous certaines conditions. Effectivement, soit l'entreprise décide que ce soit consultable uniquement par la personne qui reçoit, par exemple, pour que ça soit une aide permanente à cette personne, soit ça s'enregistre sur une base de données de l'entreprise pour pouvoir ensuite, effectivement, comme tu le dis, le réutiliser ou le republier, voire le transformer pour effectivement un autre processus. Mais dans tous les cas, ça ne peut correspondre qu'à des règles. On ne peut pas enregistrer ce que l'on veut où on veut. D'ailleurs, on a bien l'exemple de Toyota qui met en évidence que l'entreprise, elle, ne veut pas qu'il y ait de circulation d'images à propos de ses ateliers ou de ses centres, ce qui me paraît effectivement un minimum, puisque malheureusement aujourd'hui, quand on a un moyen mobile dans les mains, on peut souvent être tenté de faire un peu tout et n'importe quoi. On a beaucoup de témoignages tous les jours dans les journaux et sur le net d'entreprises qui ont laissé des employés ajouter sur des réseaux sociaux des informations qui ont un caractère sensible. Bon, là, on n'est pas du tout dans cette situation. Si on ne veut pas activer cette fonction-là, on peut la désactiver. Et si on l'active, on peut la limiter en termes de type d'enregistrement et d'endroit où les enregistre. D'accord. Donc en termes de sécurisation des datas qui sont collectées, Oui, oui, possibilité d'intervenir. Ok, Alors, tout à fait. merci. normalement, on stocke aucune donnée en fait sur le cloud. Toutes les images restent sur le téléphone. La seule information qu'on a sur le cloud, c'est juste mettre deux personnes en communication. Si je veux appeler par exemple Pascal, bah, je dois passer par le cloud, mettre la communication avec Pascal et automatiquement c'est du peer-to-peer, c'est-à-dire que j'ai une communication sécurisée entre moi, mon téléphone et le téléphone de Pascal. D'accord. Donc ça répond en partie à la question de Mohamed Amin, je crois, sur l'intervention combinée sur deux sites. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut partager plusieurs écrans et en termes pour avoir trois interlocuteurs finalement, euh, c'est autorisé, mais Oui, enfin, un groupe, ouais, une fonction de groupe. Ouais, une fonction de groupe, entre guillemets. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si dans les versions actuelles gratuites, la fonction de groupe comme ça est activée, Rachid, ou si c'est Alors, quelque chose qui arrive prochainement. c'est quelque chose en fait qui fait partie de la roadmap de cette année. Ça s'appelle du D'accord. multi-expert session, c'est multi-party session. On a plusieurs en fait experts qui vont venir aider en fait un technicien. Ça va venir, on est en juillet et ça c'est cette année en fait, ça fait partie de la roadmap en fait.
D'accord, c'est pas disponible de suite, mais c'est en cours de… C'est en cours. Et c'est un Non, retour qu'on a eu pas mal de nos clients qui nous disent, bah, quelquefois, c'est pas le bon technicien, il faut appeler un autre ingénieur. Et c'est pour ça, en fait, qu'on l'a mis juste après le hands-free, les appareils main libre, dispositifs main libre. Main libre, on l'a déjà sorti le mois dernier en early access. Et là, on s'attaque en fait à cette fonctionnalité. Ok, super. Merci, Gilles, pour ces compléments. alors c'est vrai que enfin, les questions de Mohamed sont très intéressantes parce qu'elles touchent ce phénomène de société que j'essayais de définir au départ en termes d'exigence et qui a changé complètement les défis je dirais, des industriels et les défis du marché d'une manière générale. C'est cette expérience qu'ont les gens, toi, moi, Rachid, quand on utilise aujourd'hui un WhatsApp, un FaceTime ou un autre Meet ou je ne sais quel autre logiciel. C'est vrai qu'on a toujours la vidéo et le son assez facilement. On arrive à faire des groupes de réunions, etc. Eh bien finalement, on se rend compte que inévitablement, en dehors de l'expérience de réalité augmentée, qui est effectivement plus importante probablement en termes d'intérêt pour l'industrie, eh bien, on retrouvera dans l'industrie ces différentes tendances qui viennent de la base. Et ça c'est plutôt très bien. On voit que malheureusement, la période est difficile, mais elle a amené de nouvelles exigences qui vont contribuer vraiment à améliorer toutes les performances et quelque part, une nouvelle fois, éviter peut-être certains déplacements qui à l'époque ne l'étaient pas. Et puis surtout, bah, grâce à tout ça, arriver à mieux équilibrer le temps entre la vie professionnelle et la vie privée vis-à-vis de ces déplacements. Si Ok. en plus on oublie les caractéristiques environnementales et écologiques, etc., mais qui sont extrêmement importantes, mais que bon, on ne va pas commenter ici, mais au minimum entre l'humain déjà et la tâche, on a déjà beaucoup à gagner. Alors, je vois leur tourne et certains participants qui nous quittent au fur et à mesure parce que les obligations professionnelles de chacun redémarrent à 14 heures, a priori sans faute. Donc, je crois qu'il est temps de vous remercier très sincèrement pour cette intervention, cette présentation qui nous donne l'eau à la bouche sur tout ce que la nouvelle technologie va nous permettre d'apporter et de solutionner dans nos usines notamment. Donc, merci pour ce retour d'expérience. Et puis voilà, je vais partager vos slides. Alors, sans la partie démonstration, enfin, pour alléger l'envoi. Et le replay de la conférence sera disponible sur la chaîne, comme je l'avais dit. Donc, un grand merci, Pascal et Rachid. Et puis, merci à tous d'avoir assisté, bien sûr, à cette visio et d'avoir interagi avec nos intervenants. Et puis, au plaisir de vous retrouver en septembre pour la suite des programmes de conférences qui sera toujours relayé par Laura, notre chargée de communication sur le site internet de la Ruche, notamment, et les réseaux sociaux. Bon après-midi à Merci. tous.